Décembre à Paris a une odeur de métal froid, le genre d'air qui vous entre dans les os sans demander la permission. Dans mon appartement, au 6e sans ascenseur, la lumière de fin d'après-midi glisse en biais comme une lame docile et s'épuise sur les rideaux. Elle n'éclaire rien vraiment, elle effleure seulement les choses, leur donnant cette dignité triste des objets qui ont survécu. Je ne bouge pas vite, plus maintenant. Mes mains surtout, elles ont pris leur temps. Avec les années, elles ont appris la lenteur comme une politesse. Pourtant, ce jour-là, quand j'ai ouvert le vieux buffet en chêne, celui qui grince toujours au même endroit, je les ai sentis trembler d'une impatience que je ne reconnaissais pas. C'était là, au fond, derrière les nappes pliées et les serviettes dont les initiales ont pâli, une enveloppe épaisse, jaunie. Le papier avait cette peau rêche des correspondances qu'on n'ose pas relire. Elle portait une adresse écrite à l'encre noire, une écriture d'homme, ferme, retenue, et l'année, en haut, comme une date de condamnation, 1961. Je n'ai pas eu le temps de la reprendre. La porte d'entrée a claqué, plus fort que d'habitude. Une présence a traversé le couloir sans retirer son manteau. Camille ne s'annonce jamais. Elle habite dans un monde où tout est dû, où les portes s'ouvrent parce qu'elle a décidé qu'elles devaient s'ouvrir. Je l'ai entendue avant de la voir, ses pas rapides, son souffle court, l'impatience au bord de la colère. Puis elle est apparue dans l'embrasure du salon, fine, impeccablement coiffée, avec ce regard qui mesure les gens comme on mesure une pièce à vendre. Elle a posé son sac sans ménagement et ses yeux se sont fixés sur mes mains, sur l'enveloppe. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a avancé d'un pas, puis d'un autre, comme si la pièce lui appartenait déjà. Je suis restée assise, droite, sans offrir ma panique. Les années m'ont appris une chose très simple. La peur est un parfum. Les prédateurs le sentent. Camille a pris l'enveloppe. Pas doucement, pas avec respect. Elle l'a saisie comme on arrache une preuve à un tiroir, comme si le bois allait se refermer sur sa chance. Je l'ai regardée faire, sans protester. Il y a des silences qu'on choisit, et d'autres qu'on subit. Celui-ci, je l'ai choisi. Elle a tourné l'enveloppe, l'a examinée, a prissé le nez. C'est quoi ça ? Sa voix avait cette pointe légère qu'elle réserve aux choses qu'elle juge ridicules, la vieillesse, le passé, les sentiments. Les mots 1961, Alger, ont roulé dans sa bouche avec une jouissance prudente. Elle a glissé un doigt sous le rabat, prête à l'ouvrir. Camille, ai-je dit, enfin, juste son prénom, rien d'autre, une limite posée sans élever la voix. Elle a levé les yeux, surprise que je parle, surprise que je sois encore là, peut-être. À 75 ans, on devient transparent pour ceux qui n'ont jamais regardé que leur propre reflet. Elle a soufflé « Vous cachiez ça !» Et déjà, dans sa tête, une histoire se fabriquait, une histoire facile, rentable, une histoire à scandale. Je l'ai vue naître sur son visage, un sourire mince, une certitude. Elle a ouvert l'enveloppe. Le papier a fait un bruit sec, presque douloureux, comme une feuille qu'on brise. Un instant, l'odeur est montée. Je ne sais pas si c'était vrai ou si mon corps se souvenait trop bien, mais j'ai senti très nettement ce mélange de poussière, de tabac froid et quelque chose d'autre, une odeur de sable chauffé puis refroidi trop vite, une odeur de guerre qui ne vous quitte jamais vraiment quand vous l'avez respirée jeune. Camille a tiré la lettre, ses yeux ont couru sur les lignes, elle a lu vite, sans comprendre encore, comme on feuillette un contrat qu'on croit déjà signé à son avantage, puis elle s'est arrêtée. Son visage s'est durci, ses lèvres se sont serrées. Algérie, elle a lâché en quirolement, comme une accusation. 1961, c'était pendant la guerre. Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de poser mes mains sur mes genoux, les mains d'une vieille femme, le meilleur déguisement du monde. Camille a relevé la tête, et dans son regard il y avait cette lumière dangereuse des gens qui pensent tenir une corde autour du cou d'un autre. Elle a demandé « Et papa le sait ?» Papa, mon fils, mon seul enfant, la chair de ma chair, et pourtant si loin depuis qu'elle est entrée dans sa vie comme on entre dans un appartement témoin. Je sentais la question suivante arriver, comme un coup préparé depuis longtemps. Elle a penché la tête, faussement douce. « Vous avez fait quoi, là-bas, Madeleine ?» Elle a prononcé mon prénom avec une familiarité calculée, comme si nous étions du même camp. La pièce était immobile. On entendait seulement le radiateur qui cliquetait par fatigue, et au dehors les voitures sur le boulevard qui glissaient dans la nuit précoce. Paris faisait semblant de vivre normalement.
Camille a serré l'enveloppe dans sa main et j'ai vu ses doigts blanchir. Elle n'était pas émue, elle était excitée, ambitieuse, avide. Ce n'était pas une femme qui découvre un passé, c'était une femme qui découvre une arme. Elle a murmuré, presque pour elle-même, « Je savais qu'il y avait quelque chose ». Je me suis levée lentement, très lentement, non pas par faiblesse, mais pour lui imposer mon rythme, pour qu'elle comprenne, même confusément, que ce jeu-là ne se jouerait pas à sa vitesse. Quand j'ai été debout, je me suis approchée du buffet, j'ai refermé la porte en chaîne, comme on ferme une tombe avec soin, puis j'ai regardé Camille droit dans les yeux. Dans son visage, il y avait déjà une victoire. Elle a tapoté l'enveloppe du bout d'un ongle, comme on tape sur une table pour réclamer l'addition. Vous voyez, on finit toujours par trouver. Je l'ai laissé savourer, 1 seconde, 2, et je me suis entendu penser avec une lucidité presque calme. Elle croit tenir un scandale, elle croit tenir une enchance, elle ne sait pas qu'elle tient un titre, une clé, une preuve ancienne qui ne pardonne rien. Je n'ai pas encore dit la vérité, pas tout de suite. À cet âge, on apprend une autre forme de puissance, celle de choisir le moment exact où l'on ouvre la main. Elle a refermé la lettre d'un geste sec, presque possessif, comme si le papier pouvait lui brûler les doigts si elle le regardait trop longtemps. Camille n'était pas du genre à savourer lentement. Elle aimait les raccourcis, les conclusions hâtives, les histoires qu'on peut raconter aux autres sans trop de nuances. Elle s'est assise, sans y être invitée, face à moi, à la table de la salle à manger. La même table où, quelques mois plus tôt, elle m'avait expliqué avec une patience fausse comment optimiser mon patrimoine, comment anticiper ma fin. À l'époque déjà, j'avais compris que pour elle, je n'étais pas une personne, mais une variable. Alors, a-t-elle dit, en croisant les jambes, on va parler franchement. Ce ton, celui des gens qui croient avoir l'avantage et qui se donnent le luxe de la franchise. Elle a posé la lettre devant elle, bien à plat, comme une pièce à conviction. Algérie, 1961. Un homme qui vous écrit. Des phrases intimes. Elle a levé les yeux vers moi, cherchant une fissure. Vous étiez marié à l'époque, non? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé ses mains, soignées, manucurées, sans la moindre trace de travail réel. Elle tremblait légèrement. L'ambition fait ça au corps. Elle les trahit toujours un peu. Vous savez ce que les gens penseraient. Une jeune femme française, là-bas, en pleine guerre, un homme, un enfant peut-être. Elle a laissé planer le mot, comme un poison lent. Un enfant dont vous n'avez jamais parlé. Je me suis assise à mon tour, lentement. J'ai senti le bois de la chaise contre mon dos, solide, familier. Cette maison a été témoin de tant de silence qu'elle en est presque devenue complice. Vous appelez ça une preuve? Ai-je demandé? Elle a souri. Pas un vrai sourire, un sourire administratif. J'appelle ça un levier. Le mot est tombé lourdement entre nous. Elle ne cherchait même plus à faire semblant. La lettre n'était déjà plus une histoire, ni une douleur possible, ni même un scandale. C'était une monnaie. « Je pourrais protéger votre réputation », a-t-elle poursuivi, « éviter des questions, des articles, des discussions familiales désagréables. » Elle a aussi les épaules. À notre époque, tout finit par sortir. Je me souviens avoir pensé que c'était précisément ce qui la condamnait, cette certitude que tout se monnaie, que tout s'achète ou se fait taire. Elle ignorait encore que certaines choses ne se révèlent qu'au prix du temps et jamais au prix de l'argent. Et en échange, ai-je demandé? Elle n'a pas hésité. Ceux qui préméditent ont toujours une réponse prête. Une reconnaissance, a-t-elle dit, claire, écrite, anticipée. Elle a tapoté la table. Vous savez de quoi je parle. Je savais. Elle parlait d'héritage, de part, de garantie. Elle parlait d'avenir comme on parle d'un butin déjà réparti. Elle s'est penchée vers moi, baissant la voix, comme si les murs pouvaient nous entendre. Sinon, a-t-elle ajouté, je serais obligée d'expliquer à votre fils pourquoi sa mère lui a menti toute sa vie. Mon fils, elle avait choisi le bon angle, celui qui fait mal, celui qui, chez d'autres, aurait suffi. Je l'ai regardé longtemps. J'ai cherché sur son visage la moindre trace de doute, la moindre curiosité réelle. Il n'y avait rien. Elle n'avait pas envie de comprendre. Elle avait envie de gagner. « Camille, ai-je dit doucement, vous croyez vraiment que cette lettre parle d'un enfant ?» Elle a haussé un sourcil, déjà sûre de sa victoire. À quoi d'autre ça pourrait bien servir?
Je me suis appuyé contre le dossier de ma chaise. Mon cœur battait lentement, régulièrement. Pas de peur, pas encore. Dans certaines familles, ai-je répondu, on apprend très vite que les mots les plus dangereux sont ceux qu'on lit trop vite. Elle a ri, un rire bref, sec. Vous jouez sur le temps, moi je joue sur le droit. Elle s'est levée, a remis la lettre dans son sac avec un soin presque cérémonieux, comme si elle rangeait déjà un futur à son nom. Réfléchissez, a-t-elle conclu en se dirigeant vers la porte. Je repasserai, et cette fois j'attendrai une réponse. La porte s'est refermée derrière elle, laissant l'appartement retomber dans son silence ancien. Je suis resté seul face à la table vide. Elle croyait tenir une preuve d'adultère, elle ne savait encore qu'elle venait de mettre la main sur un acte de survie. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas à cause de Camille. Elle n'était qu'un bruit de plus, une agitation contemporaine. Ce qui m'a tenue éveillée, c'était le retour précis, presque cruel, d'un temps que je croyais rangé à jamais dans un tiroir intérieur. Quand on atteint mon âge, les souvenirs ne reviennent pas en désordre. Ils arrivent avec méthode, comme s'ils avaient attendu que le corps ralentisse pour reprendre leur place. 1961. J'avais 21 ans. Je revois d'abord la lumière, pas celle de Paris, jamais. Là-bas, tout était plus cru, plus frontal. Le soleil d'Alger ne caressait pas, il frappait. Il faisait ressortir les angles des visages, les fissures des murs, la fatigue des hommes. Le port était un chaos maîtrisé. Des valises ouvertes, des cris en plusieurs langues, des soldats trop jeunes, des civils trop vieux. On ne savait plus très bien qui partait et qui fuyait. J'étais debout sur le quai, une robe claire collée à la peau par la chaleur, et dans mon sac, il n'y avait presque rien. Quelques vêtements, un carnet et cette lettre, celle que Camille croyait lire comme une confession. À l'époque déjà, je savais qu'elle ne m'était pas adressée comme une fille, mais comme un maillon. Mon père n'était pas un homme démonstratif. Le titre de baron lui allait comme un manteau trop lourd, qu'il portait par devoir plus que par orgueil. La veille de mon départ, il m'avait fait asseoir dans son bureau, à Alger. Les volets étaient à demi fermés. Dehors, on entendait des coups de feu lointains, sans savoir s'ils étaient proches ou simplement amplifiés par la peur. Il m'avait tendu l'enveloppe sans un mot. « Ce que tu vas porter, avait-il dit enfin, n'est ni un souvenir, ni un fardeau sentimental. » Il parlait lentement, choisissant chaque syllabe. « Les terres seront perdues, les maisons aussi. Tout ce qui est visible disparaîtra. » Il avait marqué une pause. « Mais il existe une autre manière d'exister, une que l'histoire ne confisque pas si facilement. » Je ne comprenais pas tout. Je n'avais pas besoin de comprendre. Dans certaines familles, on apprend à faire confiance à des phrases qu'on n'expliquera que des décennies plus tard. Dans la lettre, il n'y avait pas de lyrisme, pas de nostalgie, seulement des indications précises, presque froides, des noms, des dates, une référence bancaire codée, et surtout cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Le véritable héritage ne se transmet pas par la terre, mais par la reconnaissance légale de ceux qui restent. Je me souviens de mes mains qui tremblaient, non pas de peur, mais de responsabilité. À 21 ans, c'est un sentiment étrange. On se sent trop jeune pour porter quelque chose d'aussi dense, et pourtant incapable de refuser. Sur le quai, avant d'embarquer, mon père avait posé sa main sur mon bras, un geste rare. « Tu ne devras rien expliquer », avait-il murmuré. « Un jour, quelqu'un cherchera à lire ces mots comme une faute. Laisse-le croire. La vérité n'a jamais eu besoin de se défendre. » Puis, il s'était détourné. Il n'aimait pas les adieux. Le bateau avait quitté le port lentement. La ville s'était éloignée. Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé Alger devenir une ligne floue, puis une tache claire, puis rien. Je ne savais pas encore combien de temps il faudrait attendre. 60 ans, apparemment. Et aujourd'hui, dans mon appartement parisien, une femme plus jeune que moi croyait avoir découvert une histoire honteuse. Elle ignorait qu'elle venait d'ouvrir une page d'histoire que même la guerre n'avait pas réussi à effacer. Je l'ai reprise quand la maison s'est rendormie, au moment où Paris cesse de faire semblant d'être doux. La lettre pesait moins qu'un mouchoir, et pourtant elle avait ce poids particulier des choses qui vous survivent.
Sur le papier jauni, l'encre avait pâli, mais pas l'intention. Il ne s'agissait pas d'un aveu, ni d'une confession de jeune fille perdue dans une guerre qui n'était pas la sienne. C'était une architecture. Je me suis assise à la table, celle où Philippe faisait jadis ses mots croisés, et j'ai relu plus lentement, en laissant mes yeux s'habituer aux tournures anciennes, aux politesses d'un monde qui écrivait comme on posait une main sur une épaule. Mon père n'avait pas pris la peine d'expliquer avec des phrases modernes. Il avait encodé sa volonté avec le langage qui lui était naturel, celui de la loi et des lignées. Ce que Camille appelait brouillard était en réalité une preuve de filiation soigneusement contournée. Dans notre code civil, il y a des mots qui font basculer une vie, et ce ne sont pas des mots romantiques. Descendance, dévolution successorale, héritier réservataire, ligne directe. Mon père avait compris avant tout le monde que la terre, en période de chaos, change de main comme un manteau volé. La seule chose qui tient debout, c'est ce que l'État reconnaît, pas ce que l'on raconte, pas ce que l'on promet, ce que l'on prouve. Au bas de la page, sous une formule presque tendre, se trouvait une suite de chiffres séparés par des tirets et un nom d'établissement écrit avec une précision de greffier. À côté, une indication qui n'avait l'air de rien, mais qui m'a glacé comme un souffle dans le cou. Une référence de dépôt, ancienne, datée, et surtout une mention de scellé. Mon père avait anticipé la confiscation, le gel, la disparition administrative. Il avait placé l'existence même de notre patrimoine là où la guerre n'avait pas de main, dans une consignation, dans une trace bancaire, dans une mécanique froide qui ne s'émeut de rien. J'ai fermé les yeux. Je revoyais la voix de mon père, plus que son visage. Il me disait souvent que la noblesse n'était pas une couronne, mais une responsabilité. À 20 ans, je n'avais pas compris. À 75 ans, je comprenais trop bien. S'il avait choisi une lettre et non un testament flamboyant, ce n'était pas pour faire poétique, c'était pour survivre aux contestations, aux héritiers opportunistes, aux alliances qui se transforment en procès. Camille ignorait le détail le plus cruel. Quand la loi tient un fil, elle peut aussi le trancher. Elle croyait pouvoir me salir pour me prendre. Elle ne voyait pas que dans le droit des successions, tout commence par la qualité d'héritier, et que cette qualité se démontre, qu'on peut être bruyant et n'avoir aucun droit, qu'on peut être silencieux et être la seule porte. Cette lettre n'était pas une arme de scandale, c'était la clé d'une porte restée fermée depuis 1962, une porte que mon père avait scellée, non pour m'enrichir, mais pour empêcher les mauvais vivants de dévorer les morts. Et pour la première fois depuis que Camille avait prononcé le mot « honte » à mon dîner, j'ai senti quelque chose de simple en moi, non pas la peur, mais la certitude. Quelques lignes suffisaient à renverser sa mise en scène. Il restait à choisir comment ouvrir la porte, et à quel prix. La table était dressée comme un autel, et pourtant rien n'y avait de sacré. La nappe blanche, trop repassée, tirait sur les coins comme une peau tendue. Le velouté au poireau refroidissait déjà dans les assiettes creuses. À Paris, l'hiver a cette manière de s'inviter partout, même sous les plafonds hauts, même derrière les rideaux épais. J'avais allumé une seule lampe, celle du buffet, pour que les ombres fassent leur travail. Camille s'était assise sans attendre qu'on l'y invite. Elle avait posé son sac près de sa chaise, bien droit, comme un dossier qu'on dépose au greffe. Ses doigts jouaient avec sa cuillère, mais ses yeux, eux, ne jouaient pas. Elle regardait la porte du salon comme si le passé devait surgir, menotter. Je n'avais pas besoin de voir l'enveloppe pour savoir qu'elle l'avait sur elle. Ce genre de papier ne quitte pas la peau, il colle à la pensée. La lettre d'Algérie, on la croit muette, et pourtant elle grince, elle pèse, elle insiste. Elle a attendu que je m'assoie en face d'elle, une seconde de trop, calculée. Puis elle a souri d'un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. « Alors, vous ne dites rien ?» Je me suis servi un peu d'eau, lentement. L'eau, c'est ce qu'on boit avant de parler vrai. J'ai posé le verre, je l'ai regardé, sans fuir. À 75 ans, on ne fuit plus, on choisit. « Qu'est-ce que tu veux entendre, Camille ?» Son menton s'est levé d'1 millimètre. Ce millimètre-là, je l'avais vu chez les hommes qui croient tenir la victoire dans la poche.
Elle a tiré l'enveloppe de son sac comme on dégaine. Le papier a effleuré la nappe. J'ai remarqué malgré moi la petite tache d'encre au coin, celle que j'avais faite moi-même il y a des décennies en refermant trop vite, la main tremblante. « C'est compromettant », a-t-elle dit. « Et vous le savez, une lettre d'Algérie, 1961, l'odeur de mensonge, de désert, de honte. » Elle s'est penchée et sa voix a pris cette douceur fausse des gens qui négocient. Il y a un enfant, non? Un enfant là-bas. Et si je comprends bien, vous avez construit votre vie ici, en le laissant derrière. Vous pensez que ça ne se paie pas. Mais tout se paie. J'ai senti au fond de moi quelque chose d'ancien se remettre en place. Pas de la colère, plutôt une lucidité froide, comme une lame sortie d'un étui. Tu confonds tout, Camille. Elle a tapoté la lettre du bout de l'ongle comme on appuie sur une plaie. Je ne confonds rien, je vois une opportunité et vous voyez un risque. Je peux parler, à la famille, à la presse même. Ce serait pittoresque. La vieille dame du XVIe, l'enfant caché, l'Algérie, la noblesse et la boue. Le mot de presse est tombé dans la pièce comme un couvert qu'on laisse tomber exprès. J'ai laissé le silence s'étirer. Le silence, c'est la seule chose qui ne se conteste pas. Il n'y a pas d'appel contre lui. Je me suis penchée à mon tour, juste assez pour que la lumière accroche mes mains, leurs veines, leur patience. Tu crois me faire honte, mais tu ne sais pas ce que tu tiens. Elle a froncé les sourcils, agacée par mon calme. Elle attendait des larmes, une défense, un aveu. Je ne lui ai offert que ma respiration, lente, égale. Dans ma famille, une lettre n'est jamais seulement une lettre, c'est un acte. Et un acte, en France, on le lit jusqu'aux marges. On respecte les mots, même ceux qu'on ne comprend pas encore. Elle a esquissé un rire sec. Vous allez me faire un cours de morale. J'ai souri enfin, un sourire mince. Non, je vais te poser une question, la seule qui compte quand on croit tenir quelqu'un. J'ai désigné l'enveloppe sans la toucher. Tu veux l'argent ou tu veux la justice? Le lendemain, Paris avait cette lumière pâle qui ne réchauffe rien, une clarté d'hôpital posée sur les façades. Camille avait quitté l'appartement en claquant la porte, trop vite pour quelqu'un qui prétend tenir une arme. Moi, je suis restée un instant dans la cuisine, à écouter le silence revenir, comme on écoute un verdict qu'on connaît déjà. J'ai appelé Maître Lefebvre à 9 heures précises. Il ne dit jamais « allô » comme les autres. C'est un souffle discret, une présence, la voix d'un homme qui a vu passer des naissances, des faillites, des morts et des mensonges qui se croient ingénieux. « Madame de Vigny, je vous reçois à 11 heures. Venez avec le document et ne le manipulez plus. Je n'ai pas discuté. Dans ces affaires-là, le papier a une peau et les doigts la blessent. » À 11 heures, son étude du 16e arrondissement sentait la cire d'abeille et le cuir ancien. Un couloir étroit, des gravures, des dossiers alignés comme des soldats. Derrière la porte, Lefebvre m'a fait asseoir sans précipitation. Il a posé une feuille blanche devant lui, comme s'il installait un terrain neutre entre la vérité et ce qu'on en fait. Je lui ai tendu l'enveloppe, puis la lettre, et j'ai regardé ses mains la faire ce que les miennes n'osaient plus. Il a sorti des gants fins, presque ridicules sur un homme aussi austère. Il a lu sans bouger les lèvres, les yeux parcourant les phrases comme on suit une cicatrice. Puis il a levé la tête. Ce n'est pas une confession, c'est une instruction. Il a expliqué calmement, avec cette pédagogie froide qui fait plus mal que la colère. L'entête, la formule, la façon de dater, tout indiquait une volonté d'authentification. Pas un « je t'aime », pas un épanchement, plutôt une mise à l'abri déguisée en tendresse pour passer les contrôles et les regards. Il a noté au crayon des mots que je n'avais jamais prononcés à haute voix depuis 60 ans. Vous voyez ce passage? Le numéro, la référence, ça ressemble à un simple détail intime, mais c'est un identifiant. Et ce paraphe, c'est un signe, pas une signature d'amoureux, un signe de famille.
Je n'ai pas dit le nom de mon père, je n'ai pas eu besoin. Lefebvre l'a laissé flotter entre nous comme une poussière qu'on ne souffle pas. Il a ouvert un registre, a consulté une cote, puis une autre, des pages sèches, des mots qui pèsent davantage que des pierres. Si ce que je pense est exact, vous êtes en présence d'un acte de reconnaissance indirecte d'un droit, pas une adoption, pas une filiation, quelque chose de plus ancien, plus sournois, une chaîne de preuves. Il a prononcé code civil sans emphase, comme on prononce hiver. Il m'a parlé de la transmission, des successions interrompues, des biens gelés à l'époque, de ces patrimoines que l'histoire a mis sous cloche en attendant que quelqu'un vienne réclamer son nom avec les pièces justes. La lettre à elle seule ne suffit pas, mais elle ouvre une porte. Nous allons établir un constat d'huissier sur l'original, puis demander les pièces conservées s'il y a dépôt bancaire, archives notariales ou traces administratives. Et surtout, il a marqué une pause, cette pause qui a le goût du fer. Surtout, si votre belle-fille vous menace, ce n'est plus une scène de famille, c'est du chantage, et là, elle entre dans un autre monde que le sien. Je me suis entendu respirer. Dans le bureau, le tic-tac d'une pendule faisait le travail de la patience. « Maître, ai-je murmuré, je ne veux pas de scandale. » Il a eu ce demi-sourire, très bref. Alors, vous voulez le droit. Le droit est une manière élégante d'éviter le théâtre tout en gagnant. En sortant, j'ai senti pour la première fois depuis longtemps que le sol sous mes pieds était solide. Camille crut à tenir ma honte. Elle ne tenait qu'un fil, et ce fil, désormais, passait par des mains plus fermes que les siennes. Camille avait gardé le silence pendant tout le trajet, assise à l'extrémité du canapé du cabinet, comme si le velours pouvait la protéger. Maître Lefebvre, lui, avait cette politesse froide des hommes qui ont vu défiler des fortunes et des ruines sans jamais hausser la voix. Dans son bureau, le temps semblait ralenti par les boiseries, les livres reliés, l'odeur de papier ancien. Je sentais, derrière mon dos, la ville qui bourdonnait, mais ici, c'était un tribunal invisible. Il posa la lettre sur le sous-main, bien à plat, comme on couche un fait. Puis il leva les yeux vers Camille. Elle tenta d'abord le rire, un petit rire sec, trop haut, qui cherchait l'ironie comme une sortie de secours. C'est du théâtre. Une lettre, ça ne vaut rien. Et puis, c'est privé. Maître Lefebvre ne répondit pas tout de suite. Il ouvrit un dossier bleu, y glissa 2 doigts, fit apparaître une page avec des annotations au crayon. Il n'y avait pas de colère chez lui, juste la précision. Madame, ce n'est pas une lettre, c'est un écrit qui renvoie à des éléments identifiables, datés et surtout vérifiables. Un dépôt, un numéro, une mention de filiation, et la signature n'est pas une fantaisie. Camille se redressa, comme si l'air s'était raréfié. « Je n'ai rien fait de mal, j'ai seulement demandé des explications. Elle me cache quelque chose depuis des décennies. » Je la regardais. C'était étrange de voir cette femme, si sûre d'elle à table, se débattre dans des mots qui s'effritaient. Elle avait l'habitude de plaider, mais pas d'être prise dans le filet du réel. Maître Lefebvre se tourna vers moi, puis revint à elle, et sa voix devint plus lente, plus nette. « Vous avez évoqué, par écrit et oral, la possibilité de rendre public ce document si Madame Madeleine ne vous versait pas une somme d'argent. Vous avez employé le mot « ruiné ». Vous avez aussi parlé de déshonneur et de scandale. » Il prononça alors sans emphase le terme qui fit basculer la pièce. Cela s'appelle un chantage. Et le chantage, madame, n'est pas une figure de style. Camille ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Ses yeux filèrent vers moi et j'y vis une seconde d'indignation, comme si je l'avais trahi, comme si ma dignité lui appartenait. Maître Lefebvre reprit, implacable, mais presque pédagogique. Sur le plan pénal, c'est répréhensible. Sur le plan civil, cela peut avoir des conséquences que vous n'avez manifestement pas mesurées. Il existe une notion que l'on appelle l'indignité successorale. Lorsqu'un héritier commet certains actes graves contre celui dont il espère hériter, il peut être écarté de la succession.
Camille, quant à une attaque, sa dernière, « Je ne suis pas son héritière directe, c'est mon mari, c'est à travers lui. » Justement, coupa maître Lefebvre, toujours doux. Vous n'êtes pas héritière de madame, et ce que vous essayez d'obtenir n'est pas un droit, c'est une captation, par pression. Si votre époux se rend complice, il met en péril sa propre position, ses droits et sa crédibilité. Et si vous persistez, vous vous exposez à une action, à un dépôt de plainte, à des mesures conservatoires. Il se tut. On entendait, très loin, un ascenseur, un pas dans le couloir. Camille avait pâli d'un seul coup, comme si le sang avait quitté son visage pour se réfugier ailleurs. Je pris enfin la parole, calmement. « Tu es venu chez moi avec une arme que tu ne savais pas tenir. Tu croyais que l'âge m'avait rendu fragile. En réalité, elle m'a rendu exact. » Elle murmura, presque inaudible. « Vous alliez tout me prendre. » Je souris, mais sans joie. « Non, Camille, c'est toi qui étais en train de tout perdre, ton calme, ton masque, et peut-être bientôt ton avenir. » Je n'ai pas ouvert le dernier tiroir tout de suite. Je laissai Camille se consumer dans l'antichambre, debout, les bras croisés, comme si sa colère pouvait faire plier les murs du 16e. Maître Lefebvre feuilletait encore ses pièces, lentement, avec cette politesse qui coupe plus profond qu'un reproche. Et moi, je sentais, sous mon sternum, cette vieille fatigue qui vient quand on a trop longtemps porté un secret, non par goût, mais par nécessité. Quand elle a lâché, d'une voix trop forte pour être sûre d'elle, alors, l'enfant, j'ai compris que sa tête s'était fabriqué un roman. Elle avait vu l'Algérie, 1961, et elle avait aussitôt mis un berceau dans l'image, un ventre dans l'ombre, un adultère dans la poussière. Elle avait besoin d'un récit honteux pour justifier son chantage. La cupidité a toujours besoin d'une morale, même tordue. Je me suis levée. J'ai traversé le salon sans hâte, comme on traverse une pièce où l'on a enterré des choses. Mes doigts ont glissé sous la console, sur la moulure usée. Mon père m'avait appris à ne jamais confondre l'apparence et la structure. J'ai pressé au bon endroit, là où le bois répond d'un son plus creux, et un pan discret s'est relâché avec un soupir d'atelier. Le mécanisme n'a pas grincé. Ce meuble avait été fait pour se taire. Dans l'étroite cavité, il y avait une petite boîte recouverte de velours sombre. Je l'ai posée sur la table basse, au milieu des dossiers, et j'ai retiré le couvercle. La lumière d'hiver, pauvre et oblique, a accroché l'or comme un souvenir qui se réveille. La bague, un anneau ancien, trop lourd pour la vanité, ciselé d'un motif que seuls ceux qui ont vécu avec les objets comprennent vraiment. Au centre, un petit émail bleu nuit, presque noir, et une initiale gravée à l'intérieur, à peine lisible. De Vigne. Ce n'était pas un bijou de salon, c'était un signe, un marqueur, une preuve silencieuse, transmise comme on transmet un serment. Camille a avancé d'un pas, la bouche entr'ouverte, les yeux pris dans l'éclat. Je n'ai pas souri pour la blesser, j'ai souri parce que, enfin, la question cessait d'être sale. Vous voyez un enfant, Camille, parce que c'est ce que vous cherchez, mais il n'y en a jamais eu. Pas de mon corps, pas de mon lit, pas de ma faute. Elle a voulu parler, mais maître Lefebvre a levé la main, un geste minuscule, et le silence est retombé. Alors je lui ai raconté, sans fioriture, ce que personne n'avait pris la peine de comprendre. En 1961, à Alger, l'enfant dont mon père parlait, c'était la filiation elle-même, le droit, la reconnaissance, le fil tendu entre un nom et une existence légale. Dans les heures où tout vacillait, où l'on confisquait, où l'on effaçait, mon père avait caché la survie de notre lignée dans ce que l'État reconnaît quand les hommes s'effondrent. L'état civil, les signatures, les dépôts, les traces. Il avait mis son espoir dans une chose que même la guerre a du mal à brûler. Un acte, un lien, un héritier désigné par la loi. Je me suis penchée et j'ai fait tourner la bague entre mes doigts. L'or était froid. Il ne m'a jamais réchauffé. Il m'a seulement rappelé la discipline de tenir. Cette bague, Camille, n'est pas un trophée. C'est la clé qui accompagne le numéro de dépôt. Pas pour ouvrir un coffre comme dans vos films, mais pour compléter un dossier.
pour prouver qu'on ne ment pas, qu'on ne joue pas, qu'on ne vole pas. Son visage s'est durci, et j'ai vu une fraction de seconde la peur derrière l'orgueil, la peur de n'être rien dans une histoire qu'elle croyait pouvoir acheter. Et maintenant, ai-je ajouté, vous comprenez, vous n'avez pas découvert mon scandale, vous avez trébuché sur mon devoir. Quelques jours plus tard, Paris a repris sa respiration, comme si rien ne s'était passé. Les journaux étaient pleins d'autres scandales, d'autres noms, d'autres colères. Et pourtant, dans ma poitrine, quelque chose s'était déplacé, imperceptiblement, comme une pièce qu'on remet d'équerre après 60 ans de travers. Je suis sortie tôt, avant que les familles ne s'installent sur les chaises vertes. Le jardin du Luxembourg avait cette odeur d'hiver propre, presque savonneuse, quand les feuilles mouillées se collent à la terre et que les statues semblent écouter mieux que les vivants. Je marchais lentement, non par fatigue, mais parce que je goûtais chaque pas. Il y a des victoires qui ne demandent pas de musique. Dans ma poche, j'avais un papier plié en 4, un simple brouillon, écrit de ma main, où j'avais listé ce que je voulais faire, et surtout ce que je ne voulais plus jamais faire. Camille Gel devait être quelque part derrière des rideaux tirés, en train de refaire 100 fois la scène dans sa tête. Elle imaginait sans doute une punition spectaculaire, une humiliation publique. Les jeunes croient que la justice est un théâtre. La vraie justice est souvent une serrure qu'on change et une porte qu'on ferme, sans bruit. Maître Lefebvre m'avait rappelé la veille au soir, une voix calme, de ces voix qui savent qu'elles portent des siècles de procédure. La réactivation des avoirs n'était pas un coup de baguette, il fallait des pièces, des certificats, des vérifications, des délais, des signatures, et surtout une intention claire, irréfutable, qu'on puisse défendre si quelqu'un venait contester. Il m'avait dit cette phrase que j'ai gardée comme une consolation. « Madame, vous n'avez pas à justifier votre dignité, vous n'avez qu'à l'organiser. » Organiser, voilà le mot. Dans ma vie, j'avais trop souvent laissé la peur décider à ma place, la peur de perdre un nom, la peur d'être sali, la peur qu'un murmure devienne un verdict. Cette fois, j'ai décidé d'être plus stricte que la peur. Assise près du bassin, j'ai regardé les bateaux d'enfants glisser sur l'eau froide. Un petit garçon a couru derrière le sien comme si sa vie en dépendait. Sa grand-mère riait, et ce rire avait l'âge exact que j'ai aujourd'hui. Un rire prudent, mais entier. J'ai pensé au patrimoine, à ce mot qui sent la pierre et la poussière, et j'ai compris qu'il ne m'avait jamais intéressé pour ce qu'il promettait, mais pour ce qu'il permettait, protéger, transmettre, réparer. Pas acheter des silences. Alors, j'ai fait ce que Camille n'aurait jamais imaginé. J'ai appelé Maître Lefebvre depuis un banc, avec mes gants, mon écharpe, et la voix tranquille d'une femme qui n'a plus rien à prouver. Je lui ai dit que l'argent n'irait pas à des mains avides, ni à des comptes destinés à nourrir un orgueil. Je voulais un geste simple, contrôlable, propre, un fonds, encadré, un engagement inscrit noir sur blanc qui survivrait à mon souffle. Il y a eu un silence au bout du fil, puis un « très bien, madame ». Ce « très bien » m'a fait l'effet d'une fenêtre qu'on ouvre dans une caisse trop longtemps fermée. Je suis restée encore un moment au jardin, à regarder les arbres nus. On croit que l'hiver est une fin. À mon âge, j'ai compris que c'est une réserve. Les branches ne pleurent pas leur feuillage, elles attendent. En rentrant, j'ai traversé Paris comme on traverse sa propre histoire, sans détour, mais sans précipitation. Et pour la première fois depuis semaines, j'ai senti une liberté presque enfantine, non pas celle de posséder, mais celle de choisir. Buonanotte et vieille peur. À 75 ans, je n'avais plus besoin de garder mon trésor sous clé pour me sentir vivante. J'avais juste à le placer là où il ne pourrait plus servir le mensonge. Je me suis levée plus tôt que d'habitude ce matin-là, comme si mon corps avait anticipé la fin d'une longue veille. Dans l'appartement, l'air avait cette clarté d'hiver qui rend les objets plus nets qu'ils ne le sont, plus coupants aussi.
La table du salon était restée nue. J'avais retiré la nappe, rangé les verres, effacé les traces de la veille. Ce n'était pas une victoire à célébrer, c'était un ordre à rétablir. Au palais de justice, je n'ai pas cherché à faire de Camille un monstre. Je me suis contentée de la laisser être ce qu'elle avait été, exactement. Maître Lefebvre parlait pour moi, avec cette sobriété des hommes qui savent que la loi n'aime pas le théâtre. Il avait déposé la main courante, les échanges imprimés, la chronologie. On n'accuse pas, on démontre. À un moment, le magistrat a posé une question simple, presque douce, comme on en pose aux vieillards pour vérifier qu'ils sont là. Pourquoi n'avoir rien dit plus tôt ? J'ai répondu que parfois, on se tait pour sauver les vivants de la fumée des morts, que je n'avais pas voulu que le nom Devigny devienne un spectacle de plus, une anecdote pour dîner mondain, que l'Algérie, dans ma mémoire, n'était pas un décor exotique, mais une odeur de métal et de sable, une foule qui court, et un père qui écrit avec une main qui tremble sans le montrer. Camille était assise de l'autre côté. Elle avait cette pâleur des gens qui découvrent trop tard qu'ils ont confondu le monde avec une salle de marché. Quand Maître Lefebvre a prononcé les mots « indignité successorale », elle a voulu sourire, puis n'a pas su. Elle a cherché une issue dans mes yeux, comme si je pouvais encore lui offrir une porte. Je n'en avais plus. La loi, parfois, est la seule forme de pitié qui ne mente pas. Ce n'est pas une condamnation spectaculaire qui la défait, ce sont les conséquences, silencieuses et propres. Une mesure d'éloignement, des démarches à suivre, un rappel ferme que le chantage n'est pas une discussion de famille. Et surtout, ce qui n'appartenait à personne tant que les papiers dormaient, appartenait désormais à une destination que j'avais choisie en pleine conscience. La fondation recevrait les biens, les archives seraient classées, les objets protégés, le nom remis à sa place exacte, ni glorieux, ni honteux, simplement vrai. En sortant, j'ai traversé la cour comme on traverse une époque. J'ai senti mes genoux protester et j'ai souri à cette douleur honnête. Au Luxembourg, un peu plus tard, j'ai marché lentement entre les allées. Les arbres avaient perdu leurs feuilles, comme on se défait d'un excès. Un enfant a couru après un ballon, un homme a lu son journal avec l'application grave des habitudes. Une femme âgée a nourri les oiseaux en faisant semblant de ne pas les aimer. Je me suis assise. J'ai pensé à cette lettre, à l'encre ancienne, au papier qui avait survécu au déménagement, aux décennies, au silence. On croit souvent que les vieux portent des secrets. En vérité, nous portons surtout des preuves. Et la preuve, quand on la tient, n'écrase pas. Elle libère. Si vous m'écoutez et que vous avez mon âge, ou presque, sachez ceci. Ne laissez personne faire de votre passé une arme contre vous. Ce qui vous a construit n'est pas une honte à négocier, c'est une clé. Parfois, il faut des années pour comprendre quelle serrure elle ouvre. Moi, j'ai attendu 60 ans, et je n'en éprouve ni regret ni fierté, seulement une paix étonnamment simple. C'est peut-être cela, vieillir, ne plus vouloir posséder, vouloir transmettre, sans bruit, ce qui mérite de rester debout. C'est la vie. Il y a des histoires qui ne parlent pas d'argent, même lorsqu'il est au centre de tout. Celles-ci parlent d'un autre capital, plus rare, plus fragile, le temps long. Le temps qu'il faut pour comprendre que le silence n'est pas toujours une faiblesse, que la patience peut être une stratégie et que la dignité n'a rien de spectaculaire. Elle ne crie pas, elle attend. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Ce qui semble être une faute aux yeux pressés peut, à la lumière du droit et de la mémoire, devenir une force. Le passé n'est pas un bardeau quand on connaît sa structure. Il devient alors un socle. Beaucoup pensent que la vieillesse dépouille. En réalité, elle décante. Elle enlève l'inutile. Elle laisse l'essentiel. La capacité de choisir, enfin, sans trembler. Elle nous interroge aussi sur notre rapport à l'héritage. Hériter, est-ce recevoir sans comprendre, posséder sans mériter, ou est-ce protéger ce qui nous a précédés pour qu'il ne soit pas déformé par la cupidité ou la peur? Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Madeleine? Auriez-vous cédé pour acheter la paix?
Auriez-vous parlé plus tôt, au risque du scandale, ou alors auriez-vous aussi attendu le moment juste? Cette histoire pose une dernière question, peut-être la plus intime. Y a-t-il dans votre vie un souvenir, un secret, une injustice silencieuse qui a façonné ce que vous êtes devenu? Si oui, racontez-le nous. Partagez votre histoire en commentaire ou par message, qu'elle soit douloureuse, lumineuse ou simplement humaine. Nous croyons que chaque vie récèle un film qui mérite d'être raconté, et peut-être que grâce à vous, une autre voix trouvera enfin la paix. Call in 15 minutes, so I'm gonna head out pretty quickly. Hi, Goobs! I'm getting there. I've got some work done and stuff today, so that feels a bit better. Great timing. How come? Did you just finish a call? Look at the baby boy. I took his hat off. You okay? You having a good birthday? He's feeling a bit dramatic about it. And my mum just left. Bye, Mum. Okay, so I'm going to the pub tonight. So there's I moved the schedule around. I think I have myself down for co-working tomorrow. I think there'll be no co-working tomorrow and I'll stream tomorrow night. No, I won't. There's no streams tomorrow. I have a shoot tomorrow over by my old place. So there's no streams tomorrow. Because I have to be over there at lunchtime. So, or at like 4 o'clock. So, no streaming tomorrow. Sorry. But I'm going to do a shoot at a Mexican place. What pub are we going for a shoot? Nicely. It's a Mexican place that I make content for. So I'm going to be eating loads of Mexican food and they're switching their beers over. So I need to take a bunch of videos of beer being poured and stuff, which unfortunately means I'll have to drink loads of beer. And I said, oh, it's such a shame it's beer, like, because I would love to have some beers. And I'm not going to be able to drink any because I am driving. And she was like, no, don't worry. You get the train here. I'll pick you up. And then you can drink. What a dream. So the girl who I'm doing the shoot with is going to drive so I can drink. You and Hyper have the exact same brain, yeah. How sick is that? So I'm going to get really drunk at a shoot. I'm going to eat loads of tacos, drink beer and drink some margaritas tomorrow. My life is really cool. So on that note, I am going to raid out and we're going to go raid into a friend. How am I going to say having to drink for work? I know my life is so hard. We're going to raid into a friend of mine. We are going to raid my good friend Meth. Most of us know and love Meth at this point. He's currently playing My Winter Car, but Meth's stream is a good stream to have on in the background. So if you're still working, you can leave him on in the background and listen to him try and stay alive in My Winter Car. Or if you're into some gaming, you can stay around and chat. And he's great crack, Meth. I've known him quite a long time on Twitch. So you'll have a lovely time over there. So I won't see you tomorrow. I don't even know what time the shoot is. I hope everyone has a lovely rest of their Wednesday. Guys, I need some fucking sleep. I haven't slept more than like 5.5, 6 hours for the last like 3 nights. So can we all please manifest that get a good night's sleep tonight? I'm not having any coffee late today. And I'm going to the pub at 5 o'clock, which means I can have like 3 pints. They have to leave at 7:30. The raid hasn't started yet. We have about 45 seconds until I start the raid. I need to get the timing right. I need to work out how long the raid thing takes to go and then take that off the end of this song is what I need to do. Because I always want it to end as the song ends because it works out well. Oh, I just tried to raid a YouTube video though, so I haven't copped Meth's username. Someone just farted really loud on Meth's stream. Oh my god, I've just gone really tired. Okay, we're going. We're trying to raid Vintage White Rabbit. We are. Okay, guys. Okay. Thank you everyone
for clubbing together for Chewy's birthday today. You gonna say goodbye, Chewy? No. Okay, if you are new here, if you're new to the community, please go join the Discord. That's where you'll find my schedule. When I'm live, any changes. And also there's loads of fun channels. It's a fun place to hang out outside of stream. Go follow me on socials. I post pretty much every day on Instagram and TikTok. And it's funny stuff. There'll probably be some cute pictures of Chewy, I'm sure, later. What else? I have my own online store where you can buy some fun caps and hoodies and mugs and stuff. What else? What do I do? Oh, the raid message. That